Le système de santé canadien, mythe ou réalité en crise. Selon la Canadian Medical Association, en abrégé CMA, la population canadienne est angoissée par la santé et les soins de santé. Et ce sentiment s'intensifie lorsqu'on leur demande de se projeter dans l'avenir. Ah, on peut les comprendre. La santé comme les soins de santé viennent en tête de liste des préoccupations personnelles et des inquiétudes pour les Canadiens. Donc, attaquons ce sujet qui nous concerne tous, le système de santé. On nous l'a toujours vanté comme étant le NEC plus ultra, c'est-à-dire un peu il est gratuit, universel, accessible à tous. Mais aujourd'hui, on va vraiment mettre les pieds dans le plat. Est-ce vraiment le paradis dont on nous parle? Ou est-ce que derrière cette image parfaite se cache une réalité bien plus complexe, voire en crise? Dans cette vidéo, je vais tout te dévoiler, tout ce que tu dois savoir sur le système de santé au Canada, ses forces, ses faiblesses, et surtout voir si la réalité est à la hauteur de ce qui se dit. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin, bien sûr. On va décortiquer le sujet ensemble et je te prie de m'écouter jusqu'à la fin avant de commencer à juger si j'ai manqué quelque chose ou pas. Mais avant, utilise le temps du générique, ce laps de temps pour t'abonner, cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Place au générique. On nous vend toujours le système de santé canadien, on le vante. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes immigrent ici. On nous a dit c'est le rêve éveillé parce que les soins sont gratuits. Oui, c'est vrai, c'est gratuit, mais bon. La qualité de service est reconnue mondialement, une équité d'accès pour tous, pour autant que tu sois canadien ou alors résident permanent ou peut-être que tu as, bref, il y a des assurances. Mais parlons peu, parlons vrai. Sur papier, le système de santé canadien est magnifique. L'accès est vraiment universel, la gratuité des soins jusqu'à un bon nombre de soins, c'est quand même incroyable, non? Et ça, on est fiers. Honnêtement, on en est fiers. Et ce, à juste titre. Mais comme on le dit, il ne faut pas se fier aux apparences. En théorie, quand vous avez besoin d'un médecin, vous n'avez pas à vous soucier des factures. Ça, c'est vrai. Vous êtes censé pouvoir consulter sans souci. Et ça, encore, il faut le voir. Vous pouvez obtenir des soins de qualité, oui, quoique, dans un environnement où la santé de chacun est une priorité nationale. Bon, quand même. Bref, c'est l'image qu'on nous a toujours vendue. Un modèle de solidarité, une fierté pour le pays. Mais est-ce que ce tableau est digne d'un film de fiction ou plutôt une réalité palpable qu'on vit? Je t'invite d'abord, après, à la fin de la vidéo, à me laisser les commentaires de ton expérience. Je vais partager mon expérience et ceux de mes proches ici, là, à la suite de la vidéo. Quelles sont les failles de ce système? Ça, c'est quand la réalité fait mal. Parlons peu, parlons vrai, parlons franchement. Derrière les discours officiels se cachent des problèmes réels et douloureux que nous vivons. Les temps d'attente astronomiques. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a dû attendre 6 mois, pour voir ou pour consulter un spécialiste. Ça, c'est mon cas et c'est d'ailleurs toujours le cas. C'est 6 mois pour voir un spécialiste, même si tu es très malade. Ou subir une opération. Je vais vous raconter une petite histoire à la suite. Imaginez-vous, vous vivez dans une douleur, vous êtes anxieux et vous attendez des mois pour un rendez-vous. Je dis ça, je ne dis rien. Il y a le manque de médecins, un manque criard de médecins et de personnel. Dans certaines régions, notamment celles rurales, parce que les médecins vont choisir les grandes métropoles. Il est difficile de trouver un médecin de famille, on les appelle les orphelins quand tu n'as pas de médecin de famille. Et c'est très compliqué pour toi sans médecin de famille. Les hôpitaux peinent à recruter du personnel qualifié, ce qui met une pression énorme sur ceux qui sont déjà en poste, parce que la charge du travail devient très, très lourde. Il y a des coupes budgétaires, le vieillissement des infrastructures. Je vous assure que j'ai vu des hôpitaux
ici au Canada, je me suis demandé, est-ce que je suis pas en Afrique? Avec un budget de plus en plus serré et des infrastructures parfois obsolètes, le système se retrouve vraiment en difficulté pour répondre aux besoins d'une population en croissance et surtout vieillissante. L'iniquité dans l'accès des soins, même si le système de santé est censé être universel, comme c'est d'ailleurs le cas, il y a certains patients, notamment les plus vulnérables, qui peinent à obtenir des soins dont ils ont besoin en temps voulu. C'est juste fou, on ne peut même pas vraiment le dire. Ces réalités, c'est pas du film, c'est du vécu, c'est des faits palpables. Ce n'est pas juste des chiffres, mais c'est l'expérience quotidienne de millions de Canadiens, de résidents permanents, de travailleurs qualifiés qui se sentent délaissés par un système qui ne tient plus ses promesses. Donc, tu ne peux pas être en train de souffrir, en train de te mourir, et puis on te dit, dans 6 mois, tu auras un spécialiste. Et entre-temps, tu fais quoi? Là, c'est juste pour ne parler que des failles du système. Maintenant, si on parle des failles dans les soins de santé, dans la pratique, ouch. Pas pour dire qu'ils ne sont pas bons, non, je ne dis pas ça. Juste qu'il y a certaines choses qui devraient revoir pour le bien des populations. Je vais par exemple prendre le cas de la grossesse. Vous savez, j'aime bien parler de mon cas avant de citer les contemporains. C'est le début, quoi, le début de la vie de toute façon. Je ne sais pas si c'est ainsi dans d'autres pays, mais je sais qu'en Belgique ou en Afrique ou au Cameroun, par exemple, c'est pas comme ça parce que j'ai eu des personnes qui ont eu d'autres expériences. Je vais vous raconter. Je suis enceinte de 4 mois. J'ai du saignement pendant que j'étais enceinte il y a quelques années, là, pas maintenant. Je panique parce que je saigne, je couvre mon médecin. Elle me fait une échographie, le bébé est toujours là et je demande, mais je saigne, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour empêcher, par exemple, un détachement? Elle me dit non. À moins de 5 mois, il n'y a rien à faire. Si l'enfant sort, c'est que c'était pas un bon œuf. Nous n'intervenons pas. C'est pas couvert. J'étais scandalisée. Je dis, et je fais comment? Me voilà dans le stress. Un stress qui peut même me provoquer un accouchement, qui peut me provoquer une fausse couche. Mais bon, on va dire Dieu merci. Pour moi, tout s'est bien passé. Imaginons le nombre de personnes pour qui ça ne s'est pas bien passé. On peut faire quelque chose pour ça. 4 mois, c'est quand même déjà assez. Ça fait un cas. Maintenant, un deuxième cas. J'ai ma copine qui est très malade. Elle est vraiment malade, elle gonfle, on ne comprend pas. On fait des examens, une batterie d'examens, rien n'est fait. Elle a un ami qui est médecin, lui, aux États-Unis. Elle appelle et puis il lui dit, tu sais quoi? Demande à ton docteur de te faire tel examen et envoie-moi les analyses, les résultats des tests. Elle l'a fait et il lui a dit, ok, il faut qu'on regarde à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et il l'a fait. Et elle est guérie. Donc, on a pu trouver son problème. Tu dis, imaginez si elle n'avait pas eu quelqu'un aux États-Unis. Vous imaginez un peu combien de personnes peuvent mourir dans ce cas? Un troisième cas, ça c'est le cas de quelqu'un qui est très proche à moi exactement. Elle commence à avoir des épisodes de perte de mémoire, des chutes inexpliquées, pas de perte de mémoire, de perte de sang, de perte de fer et tout. Elle est anémiée. On lui a même fait une biopsie, mais il n'y a rien, pas de cancer, tout est beau. Quelques années plus tard, un jour, elle perd connaissance, elle tombe, on voit, oh, son sang est en train de finir. Elle a des douleurs paralysantes, elle arrête le travail. On l'envoie aux urgences. Les urgences la renvoient à la maison et on lui donne un rendez-vous avec un spécialiste dans 3 mois. C'était très tôt, hein, parce que c'était vraiment grave. Elle leur dit, non, je ne peux pas tenir 3 mois. J'ai mal, je ne peux pas, j'arrive plus à travailler, j'arrive même plus à rester debout. On dit malheureusement, c'est ce qui a de faire. Chance pour elle, il y a quelqu'un qui a désisté et on l'a vu un mois plus tard. Quand elle va à son rendez-vous, on lui dit, oh, le fibrome, ton fibrome maintenant à 7 cm. Elle dit, bah, pardon, quel fibrome? On lui rappelle, ben, ton fibrome, tu avais fait un examen quelques années plus tôt, il y avait un fibrome. Elle dit, non, je n'ai jamais été informée que j'avais des fibromes. Quand elle veut parler, on dit, il faut aller voir avec le médecin de famille. Elle commence, on n'a pas pu lui donner des explications. On lui dit juste que le cas est grave. Vous vous souvenez de l'ami médecin aux États-Unis? On envoie encore les résultats des examens là-bas. Il fait sa part d'analyse. Il dit voilà ce qui va se passer. Elle-même, comme c'est une autre, elle commence à faire des recherches par-ci par-là et cherche. Et entre-temps, pendant qu'elle est en train de chercher,
le fibrome passe à 11 cm. Les douleurs sont accentuées. Elle est de plus en plus anémiée avec de violentes douleurs. Une fois, je suis au téléphone avec elle. Je suis même pas, je suis en Afrique. Pendant qu'elle on est au téléphone, elle fait une crise et elle tombe. Il faut que je me dépêche, j'appelle quelqu'un au Canada pour qu'on appelle les urgences pour aller essayer de casser la maison, rentrer pour la porter et l'amener à l'hôpital. Même jusque-là, ils n'ont rien fait. Oh, il fallait qu'on l'opère d'urgence, on ne l'a pas opéré. Étant au Cameroun, j'appelle une de mes soeurs qui est médecin. Je lui dis, ben voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, est-ce qu'elle peut venir, on l'opère au Cameroun? Vous imaginez, on veut quitter le Canada pour aller se faire opérer au Cameroun. On dit, ok, est-ce qu'il y a moyen? Elle dit, elle n'est pas sûre qu'elle peut tenir un voyage. On programme l'opération dans 6 mois. Elle a fait toutes ses recherches, chercher voilà ce qui... En temps, elle ne peut pas travailler parce qu'elle est invalide. Donc, elle fait des recherches, voilà ce qu'il faut, voilà comment l'opération doit se passer. Mais il n'y a personne pour opérer. Est-ce qu'il faut aller en France? Comment ça va se passer? Elle dit, est-ce que je vais aller aux États-Unis parce que je suis en train de mourir? Personne ne fait rien. Donc, on se dit, ok, on va un peu patienter entre voilà, les prières et les tours. Chaque jour, c'était les urgences. Il fallait aller aux urgences. On donne un calmant et tout. Et c'est comme ça, on a commencé à la mettre euh, sur des médicaments pour essayer de calmer la douleur. Dieu voulant, quelques mois après, elle a réussi son opération après de longues batailles. Donc voilà un peu les cas qu'on vit ici. Ça, si vous avez des cas pareils, s'il vous plaît, mettez en commentaire. Maintenant, on va parler des urgences. Les urgences, vous allez me dire que le problème des urgences, c'est universel, c'est partout pareil. Mais au Canada, c'est pas juste une question de temps où tu vas passer toute la journée à attendre. Non, c'est plus que ça. Imaginez, vous arrivez aux urgences. Vous avez mal, vous êtes inquiet. Au lieu de vous prendre en charge tout de suite, on vous pose une question là qui, je me demande souvent, est-ce que c'est sérieux? Avez-vous pris du Tylenol? Je dis like, sérieusement. Je leur dis, il faut vraiment que vous créiez le Tylenol urgence. Parce que dès que tu arrives, d'abord Tylenol, mais si je viens là, si j'ai mal, c'est que j'ai fait de nécessaire. Mais bref, je suis arrivée une fois aux urgences vers 22 heures avec une douleur terrible dans la poitrine. J'avais mal. Je pleure et tout et tout. On m'enregistre, on me demande si j'avais pris Tylenol. Je dis j'ai pris plus que ça, j'ai pris plus fort que ça parce que ça marche pas sur moi. On me dit ok, il faut t'asseoir, la file d'attente est très longue, vraiment il faut attendre plus de 8 h 22 ça veut dire qu'on va me recevoir le matin. J'ai dit, ça veut dire que vous allez me recevoir le matin? On me dit oui. Je dis ben entre temps j'ai mal, j'ai fait quoi? On dit bah il n'y a pas de médecin, on est désolé, on peut rien faire, vous devez attendre. Je suis restée quelques heures en croyant que je pouvais patienter et puis j'ai dit bah ça vaut pas la peine, je suis rentrée. Des cas comme ça, il y en a. Il y en a, si je dois simplement rentrer seulement dans moi, mon cas, mon expérience à moi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, si vous avez eu de l'expérience pareille, partagez en commentaire, partagez avec nous. Je serais vraiment heureuse de les lire. Donc, en moyenne, c'est clair qu'il faut attendre 6 heures avant de voir les médecins aux urgences, mais souvent, c'est plus long. Et ça, honnêtement, c'est inadmissible. Si tu gères bien la douleur, ok. Mais si comme moi, tu gères pas la douleur, tu as le temps de mourir, quoi. Et puis on se demande pourquoi cette obsession au Tylenol. En tout cas, ça c'est pour ce qui se passe de notre côté ici, là, quoi. Et puis même, souvent j'ai l'impression qu'ils cherchent à minimiser la douleur des patients. Si tu ne crées pas de mort là, ils ne te prennent pas au sérieux. Ils vont te faire attendre, tu vas attendre, et puis des personnes vont seulement se décourager et puis dire ok, je vais partir. Et puis tu vas te retrouver en train de trimballer une pathologie pendant de longs mois, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il est important de revoir. Et je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres provinces, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais j'ai été aux urgences en Belgique et il n'y avait pas de fixette sur les médicaments et c'était pas aussi long, c'était 3 heures le temps d'attente quand c'était même trop long. Je suis arrivée un jour là-bas et j'ai fait 1 heure, c'est rapide quoi, j'étais blessée, on m'a tout de suite pris en charge donc je ne sais pas ce qui explique tout ce temps-là. Donc racontez-nous vos expériences dans les commentaires. Mais bon, avant de sombrer dans le pessimisme, on va aussi reconnaître que tout n'est pas noir. C'est que vous allez commencer à me tirer. Certaines personnes vont me tirer dessus, mais bon, il y a aussi du bon côté.
Le système de santé canadien a toujours été une référence mondiale et honnêtement, il reste des points forts indéniables. Même s'il y a toujours du travail pour amélioration, c'est normal. L'universalité des soins, ça c'est quelque chose qu'on doit se reconnaître chanceux. Malgré les failles, il permet à chacun d'accéder aux soins essentiels sans avoir à choisir entre sa santé et ses finances. Parce que si c'était le cas, beaucoup seraient déjà morts. Reconnaissons-le, donc ça n'a pas de prix. Parce qu'il y a des personnes aux États-Unis qui sont ruinées juste à cause des factures de l'hôpital. Donc quand ça va déjà c'est un genre de maladie, allez hop là, il ne couvre pas, quoi, même l'assurance ne couvre pas. Il y a des initiatives de modernisation qu'on fait au Canada comme des projets innovants, la téléconsultation qui permet d'aider et d'avoir des rendez-vous un peu plus rapides. C'est vrai que le gouvernement a commencé à annuler parce que j'ai été victime de ça. Et j'ose croire que ça va continuer, qu'il y aura, que ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Il y a également le fait de digitaliser des dossiers médicaux. Tout ça commence à transformer le quotidien des patients, ce qui est très très bien. Les efforts de réforme comme de discussion sont en cours pour repenser la gestion du système, augmenter les investissements, améliorer la répartition des ressources. C'est vrai il y a de l'espoir. Je tiens à rappeler que tout ce dont j'ai parlé ici, ça s'est passé en Ontario. Peut-être que votre province, voire votre pays est meilleur. Que pensez-vous du système de santé canadien en général? Laissez-moi savoir en commentaire. Est-ce que ce système est encore le modèle de rêve qu'on nous a présenté, qu'on continue de nous présenter, ou est-ce une réalité en crise qui menace la qualité de vie de milliers de personnes? C'est clair qu'il y a beaucoup de Canadiens, vous pouvez faire des recherches, qui commencent à en avoir assez, surtout ceux qui ont connu autre chose de, je vais dire, mieux, comme moi. Il est temps de se poser la question, est-ce que ce modèle est soutenable à long terme? Et surtout, que peut-on faire pour le sauver? Ça, c'est un débat crucial qui, euh, qui mérite d'être partagé et discuté. Alors, j'attends vos avis, vos témoignages, vos différentes expériences dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé. Donc, ça, c'était mon point de vue sur le système de santé canadien. Si vous ne l'avez pas bien compris, je l'aime bien, mais je trouve qu'il a besoin d'amélioration. Euh, Vraiment, vraiment beaucoup d'amélioration. Ça, c'est ce que moi, je pense. Bon, vous pouvez être d'accord ou pas. Laissez-moi savoir en commentaire. Donc, comme vous l'avez pu le voir, de par mon expérience, ça n'a pas été et je n'ai pas en compte de fait. Le système a ses forces, mais il est clair qu'il traverse une période de crise qui ne peut plus être ignorée. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette analyse. Est-ce que vous ou même vos proches, vous avez été affectés par ces problèmes? Partagez avec moi votre expérience. Comme je dis, j'insiste vraiment, ça me ferait plaisir de le lire. Si la vidéo vous a interpellé, alors n'oubliez pas de liker pour m'encourager, partager, vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et nos prochaines analyses. Ensemble, faisons entendre notre voix pour un système de santé qui respecte ses promesses et on se dit à très bientôt dans de nouvelles discussions passionnantes.